Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast avec les cartes. Un truc un peu mixte comme j'avais déjà fait. Euh, J'avais envie de partager avec vous en fait un aspect du burn-out que j'ai pas abordé. Et du coup partager avec vous mon expérience de cet aspect-là et puis voir aussi ce que les anciens peuvent en dire. Euh, je voudrais en fait vous parler de ce qu'on appelle l'impuissance apprise, mais pas du côté définition psychologique, etc. Plutôt du côté expérience vécue, quoi. Comment moi je le vis et qu'est-ce qui est à la source de ça chez moi. Enfin, oui, en gros, c'est ça. Donc l'impuissance apprise, c'est ma définition à moi, c'est quand on se retrouve à force d'avoir vécu des choses qui nous apprennent à ne pas agir ou qui nous apprennent et qui nous maintiennent dans l'échec en permanence ou à répétition. On finit par se dire qu'on n'a aucun pouvoir, en fait, aucune possibilité, et du coup, on abandonne en quelque sorte. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, en vous expliquant ce que j'ai remarqué chez moi. Bon, la première source d'impuissance apprise, c'est les traumas. Sans aller dans le détail de ce que j'ai comme trauma, en gros, les traumas qui peuvent générer ce genre de choses, c'est les traumas du type situation d'emprise, ce que j'ai vécu moi avec différentes personnes, et notamment avec mon ex-mari, et les situations de maltraitance que j'ai vécues avec différentes personnes, et notamment avec mon ex-mari. Donc, c'est le genre de trauma où on est contraint par l'autre ou par la relation à rester en retrait, à se rétrécir, oui, et on apprend à ne plus passer à l'action parce que passer à l'action provoque quelque chose de dangereux, quelque chose de menaçant, quelque chose de stressant, quelque chose d'effrayant, voilà. Donc ça c'est une première cause d'impuissance apprise. Ensuite, par rapport aux neuroatypies, notamment autisme, TDAH, je sais pas, ouais, je vais dire autisme, TDAH parce que je suis pas sûre que le haut potentiel puisse être, je sais pas, enfin, chacun son expérience. En tout cas, dans les neuroatypies où on a tendance à se sentir inadapté, on est souvent confronté à l'échec parce que on n'arrive pas à faire comme les autres. Ce que nous demande la société, que ce soit à l'école, que ce soit même parfois les parents, l'entourage, que ce soit au travail, etc. On nous demande de faire les choses d'une certaine façon, et comme on n'y arrive pas, on est confronté à un échec répété, plus ou moins important, plus ou moins général, et du coup, on a cette impression que quoi qu'on fasse, ça marchera pas, en fait. Moi, ça m'a fait ça, vraiment. Notamment sur la question du travail, mais aussi à l'école, sur le côté social, beaucoup. Même si après, ma vie sociale a pu changer parce que j'ai commencé à bien savoir masquer et à bien savoir faire le caméléon, mais ça restait quand même une expérience pénible pour moi, et quand même j'avais régulièrement des expériences sociales douloureuses, gênantes, enfin bref. Donc je dirais que c'est surtout au travail que ça m'a impacté, cet aspect-là. Et puis globalement, le fait que la société voit nos différences, comme un manque, puisqu'on est considéré comme des personnes handicapées, ça reste un sujet à débattre parce que factuellement, on est handicapé puisque on n'a pas accès aux accommodations, enfin pas toujours, accès aux accommodations ou pas facilement, enfin ça dépend de là où on est et de ce qu'on a comme difficulté, mais bref, on n'a pas facilement accès aux accommodations qui nous permettraient de vivre normalement sans avoir besoin d'aide. Je veux dire en étant autonome ou en étant... Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple... ouais, je sais pas comment expliquer ça. La question du handicap, c'est délicat. Moi, personnellement, concernant l'autisme et le TDAH, je me sens
Je me sens handicapée parce que je suis en difficulté, mais je sais que je pourrais ne pas être en difficulté si j'avais accès à certaines choses. Mais comme j'y ai pas accès, du coup, enfin voilà. Mais par définition, je me dis pas que je suis handicapée parce que je suis autiste et que j'ai un TDAH. Je me dis je suis handicapée parce que la société refuse de me donner ce dont j'ai besoin. En gros, pour schématiser, pour résumer. Et cette idée d'être handicapé, c'est quand même un mot auquel on associe un état de faiblesse, même si c'est pas forcément le cas dans le concret. Il y a quand même un regard général, soit de pitié, soit parfois même de mépris. Donc ça aussi, ça peut entraîner un sentiment d'impuissance face aux situations, sentiment d'incapacité. Et du coup, ça vient alimenter cette croyance d'impuissance, impuissance apprise. Quand on est neuroatypique, on l'est depuis la naissance, donc on vit avec ça depuis toujours, avec ce regard-là, avec ce genre de situation depuis toujours, et du coup, on grandit forcément avec l'idée que nous, on ne sait pas faire, que nous, on n'a pas les moyens, que nous, on n'est pas en capacité sauf si bien sûr, on a la chance d'être dans un cadre familial ultra bienveillant et suffisamment aisé financièrement pour apporter les accommodations nécessaires. On se sent beaucoup plus puissant quand on a ce cadre-là. Malheureusement, ça reste, je pense, une minorité qui peut avoir accès à ce genre de choses et qui a la chance de naître dans ce genre de contexte. Donc, impuissance apprise, du coup, par la constatation de l'impossibilité de voir les fruits des actions qu'on met en place. Un autre aspect qui vient alimenter ça, c'est le burn-out. Parce que du coup, quand on est en burn-out autistique, ou burn-out neuroatypique, je vais dire, parce qu'il n'y a pas que quand on est autiste, on peut être TDAH et tomber en burn-out à cause du TDAH, ou en tout cas à cause des conséquences de la surcompensation du fait qu'on est TDAH et qu'on essaye de faire comme les autres. Bref, le burn-out neuroatypique nous plonge dans un tel épuisement et du coup un tel immobilisme forcé, parce que sans ça, on s'en remet pas. Enfin, il faut se reposer, quoi. On est obligé. La plupart du temps, le corps ne veut même plus fonctionner, donc même si on voulait agir, on pourrait pas. Moi, personnellement, j'ai régulièrement eu des moments où je me sentais un peu mieux, où je pensais que je pouvais, du coup, passer à l'action, et où, sans m'en rendre compte, je dépassais mes limites. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, toute ma vie, je n'ai fait que ça, puisque je ne savais pas que j'étais neuroatypique, je ne savais pas que j'avais des besoins particuliers. Là, ça reboucle sur le fait d'essayer en permanence de faire comme les autres, et donc de se pousser au-delà des limites sans s'en rendre compte, parce que c'est la norme. Et du coup, on se retrouve en burn-out, et quand on se retrouve en burn-out, en général, c'est là qu'on découvre qu'on est neuroatypique. C'est à peu près ce qui s'est passé pour moi, avec plus ou moins de nuances, mais bref. Et du coup, on a quand même l'habitude, même si on découvre qu'on est neuroatypique, on a quand même l'habitude de fonctionner avec ce truc de « allez, on fait un effort pour y arriver, on se pousse ». Et donc, quand on a des moments d'accalmie, de soulagement de l'épuisement, où on sent qu'on commence à remonter la pente, tout de suite on se dit « allez, je vais faire quelque chose », et on le fait d'une manière qui est trop forte par rapport à nos réelles capacités, surtout que nos réelles capacités sont réduites à cause du burn-out. Donc, de vivre ce schéma-là à répétition, parce que c'est ce qui se passe, hein, un burn-out autistique, ça peut durer plusieurs années, avec des hauts et des bas. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour moi, je peux encore parler au présent, malheureusement. Donc il y a des moments où on arrive à faire des choses, et puis il y a des moments où on est au fond du trou. Et c'est comme ça une espèce de remontée en dents de scie. Donc c'est pas linéaire, et donc si on fait pas attention, on est régulièrement confronté à ce truc de je vais passer à l'action, et en fait, au bout du compte, à cause du fait que je suis passé à l'action, je vais me retrouver en difficulté, avec des symptômes liés à l'épuisement, des douleurs, des malaises, des crises autistiques, bref, des choses très désagréables qui font que, à force que ce soit répété, on associe cette issue
désagréable et douloureuse au fait d'agir. Donc encore une source d'impuissance apprise. Voilà, donc au final, quand on cumule toutes ces sources-là, on se retrouve à plus oser rien faire. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est encore difficile pour moi de passer à l'action parce qu'il y a quand même comme un signal d'alarme qui se met en place à chaque fois que je veux passer à l'action, qui me dit « Oh là là, attention, tu vas te faire mal ». Ça, c'est un premier effet. Et puis, le deuxième effet, c'est le « à quoi bon ». À quoi bon? Parce que de toute façon, ça ne donnera pas de résultat. Parce que j'ai appris tout au long de ma vie que je suis moins que les autres, puisque je n'arrive pas à faire comme les autres. J'ai appris que à chaque fois que j'essaie de passer à l'action, ça réussit pas. J'ai appris que... on revient sur toutes les causes que j'ai citées plus haut. Donc il y a une espèce de à quoi bon qui s'installe, et qui fait qu'on ne trouve pas l'élan de passer à l'action. En tout cas, même si on a l'élan, on a un premier sursaut en se disant « Ah ouais, j'ai envie de faire ça », et puis en fait, au moment où on se dit « On va le faire », en fait, c'est juste pas possible. Au début, j'ai mis ça sur le compte du TDAH, avec cette histoire de dopamine qui peut, si elle est mal dosée, on va dire, dans le cerveau, peut empêcher le passage à l'action, et je pense que j'ai eu des moments où c'était le cas, mais avec le recul, avec le travail que je fais autour de mes traumas, avec aussi les informations que m'ont transmises les anciens par rapport à ma situation, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai truc systématique, et que c'était pas que le TDAH, que c'était pas que les fonctions exécutives, qu'il y avait aussi un trauma de l'échec, c'est comme ça que je vais l'appeler, un trauma de l'échec, qui fait qu'à chaque fois que je veux passer à l'action, mon cerveau bloque tout parce qu'il se dit que c'est dangereux. C'est dangereux parce que soit je vais me faire mal physiquement, dans le sens épuisement, symptômes d'épuisement, etc. Soit je vais me faire mal moralement, dans le sens situation d'échec, estime de soi en berne, etc. Donc du coup, je me suis dit que, de un, c'était sympa de partager ça avec vous parce que c'est pas un sujet que j'ai vu beaucoup abordé en lien avec le burn-out, en lien avec les neuroatypies. Et je me suis dit évidemment que peut-être les anciens avaient des réponses à nous apporter à ce sujet-là pour savoir comment on peut dépasser... déjà comment retrouver, parce que ouais, le truc c'est qu'au bout d'un moment, moi j'avais même plus envie de passer à l'action. Je suis tombée dans une espèce d'anédonie où j'avais plus envie de rien. Ça peut ressembler à un état dépressif. Et c'est vrai que c'est très souffrant comme état. Ça m'a fait questionner d'ailleurs des périodes passées où j'ai été diagnostiquée de dépression et en fait il me semble que c'était plutôt ça qui se passait que la dépression, c'était plutôt le résultat de toute cette impuissance apprise. Mais bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas voilà, plus l'envie de rien, en plus d'être fatiguée. On peut penser que ça serait peut-être soulageant parce que du coup si on a envie de rien, on est content de rien faire, mais non en fait, c'est très frustrant parce que c'est pas vraiment une envie de rien. Quelque part on a envie quand même de quelque chose parce que avoir envie de faire des choses c'est la vie, c'est être en vie, justement, en vie. Et le fait de même pas ressentir cet élan-là intérieur, cette petite étincelle intérieure, mais ça donne une impression de vide intersidéral qui est juste insupportable à vivre au quotidien. Donc voilà, l'idée, là, c'était d'ouvrir un peu la discussion autour de ça, et puis de discuter avec les anciens pour voir ce qu'ils nous proposent comme solution pour dépasser cette impuissance apprise, de retrouver l'envie, le plaisir, de passer à l'action, parce que même quand on a envie et qu'on arrive à se dire « allez, on y va », à se lever, à s'y mettre, et ben en fait ça devient désagréable parce que c'est comme si on devait forcer pour y arriver, pour arriver à faire ce qui nous fait plaisir. Du coup il n'y a plus de plaisir. Enfin, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux. Voilà, donc j'ai noté 2 questions à leur poser. La première c'est comment retrouver l'envie et le plaisir d'agir. Et la deuxième c'est comment trouver le courage d'agir quand c'est devenu synonyme d'échec ou de danger. Pour moi c'est important de différencier les deux parce qu'il y a les choses qu'on fait par envie, des choses qui font plaisir juste, et puis il y a les choses qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix, et là ça devient encore plus dur de passer à l'action, parce qu'on sait d'avance que ça va être désagréable, et quand on a déjà de l'impuissance apprise, et qu'on a déjà intégré de manière très
systématique que passer à l'action c'est dangereux, et ben c'est encore plus compliqué de faire des choses désagréables. Si je parle de choses très simples, genre faire la vaisselle, aller chez le médecin, enfin des choses de base quoi, qui sont pas très agréables pour le commun des mortels, mais qui deviennent carrément presque une torture pour des personnes qui sont dans ce type de situation que je viens de décrire. Donc premier aspect, comment retrouver l'envie et le plaisir d'agir. On va voir ce qu'ils disent. Alors aujourd'hui, je travaille avec l'oracle aromatique de Lucie Christian. Je vous mettrai les références dans la barre des informations, comme d'habitude. Et l'autre oracle que j'ai pris, c'est Le sens de la vie de Dorine Virtue. Que j'aime bien malgré tout, même si je suis pas une grande fan de Dorine Virtue, parce que je trouve qu'il permet d'aborder les choses d'une manière un peu concrète par rapport aux activités, par rapport enfin, j'aime bien travailler avec, je sais pas pourquoi, il me correspond bien malgré tout, même si je suis pas très fan de Dorine Virtue. Bref. Ah mais j'ai sorti beaucoup trop de cartes. Je vais les mettre de côté pour la suite. Et... alors... donc, retrouver l'élan et le plaisir, on a dit. Ouais. Alors... j'espère que ça va le faire, que ça va marcher là au niveau intuition, parce que si vous avez écouté les podcasts précédents, c'est un peu chaotique pour moi en ce moment, donc je me lance à faire des tirages parce que je veux vraiment rétablir les choses. Mais je suis pas du tout sûre d'y arriver. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Générosité, confiance, spiritualité, justice, prospérité, musique. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bon, déjà, pour retrouver le plaisir, avec ce truc de générosité associé à la carte confiance, qui dit « Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours tout court », je ne vais pas rajouter professionnel parce que on n'est pas forcément sur une dynamique professionnelle. Avec cette combinaison de cartes, j'ai envie de dire que la première chose pour retrouver le plaisir, c'est de faire confiance à ce qu'on aime normalement, même si c'est des choses sur lesquelles on a perdu le plaisir. Pour moi, ça veut dire, c'est pas parce qu'on a perdu le plaisir ponctuellement sur un certain laps de temps pendant le burn-out, par exemple, que ce sont des choses à abandonner. Moi, c'est vrai qu'à des moments, je me suis demandé si ce que j'aimais faire me correspondait vraiment. Et c'était d'autant plus une question que j'étais dans un cheminement, un parcours de reconnaissance de moi-même, c'est-à-dire de savoir enfin qui était la Marie authentique, hors des conditionnements et des adaptations qui avaient été nécessaires par le passé pour survivre. Et en fait, il s'est avéré que les choses que j'aime, c'est vraiment les choses que j'aime qui me conviennent. C'est pas des choses que j'ai appris à aimer. Donc, ce que je vois à travers cette première combinaison de cartes, c'est de rester accroché, de rester fidèle à ce qu'on aime profondément. Dans mon cas, par exemple, ça va être la fabrication de bijoux en tissage de perles. C'est très spécifique, mais c'est ça. Du coup, avec les neuroatypies, il se peut que vos intérêts spécifiques, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, soient en fait vos passions, et vos, comment dire, du coup des moteurs assez puissants et assez plaisants pour passer à l'action. Bon, c'est pas forcément... enfin, dans le cadre du burn-out, de toute façon, même si votre intérêt spécifique, c'est de collecter des informations sur un sujet, par exemple, donc ça demande pas forcément d'action en soi, si ce n'est l'action de chercher des informations, mais pour moi, c'est plus un truc intellectuel qu'un truc... Et quand je parle d'action, je parle par exemple, dans mon cas, c'est le fait de me mettre à ma table et de fabriquer des bijoux.
Typiquement, c'est plutôt ce genre de choses que j'avais en tête. Ou le fait d'enregistrer un podcast dans le but de le publier sur YouTube. Enfin bref, le message là, c'est faites confiance à ce que vous aimez vraiment, ce qui vous anime, ce qui vous fait rêver. Voilà, ça c'est le premier message. Pour retrouver l'envie et le plaisir d'agir. Deuxième message. Ah. Je crois que ça apporte un éclairage peut-être. Ouais, en fait, ce que je vois à travers la deuxième carte, la deuxième combinaison de cartes, c'est peut-être un appel à rechercher des actions qui font du bien. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Il y a évidemment les actions qui font du bien. Ah oui, c'est ça. Commencez par des actions qui vous font du bien, personnellement. Il faut que le plaisir soit le plus immédiat possible et qu'il ne passe pas par une étape intermédiaire de pénibilité, en fait. C'est pas forcément facile à retrouver, et je pense que c'est un processus qui doit se faire progressivement en fonction du degré de burn-out dans lequel on se trouve. Essayer de se trouver des activités 100% plaisir, même si elles sont toutes petites, mais les répéter, s'il y a donné. Et si on a un peu plus d'énergie, on peut trouver des sources de plaisir qui demandent un peu plus d'efforts, mais toujours rester quand même dans cette frange qui est certes réduite, mais qui existe, je priorise le plaisir plutôt que l'effort. Voilà, c'est ça. Donc passer à l'action, mais ça veut dire aussi que potentiellement, justement, si votre objectif c'est de d'agir par rapport à une activité, par exemple, voilà, moi avec mon histoire de création de bijoux, et ben il a fallu que j'organise tout un tas d'éléments pour que ça puisse être facile de passer à l'action. Parce que si ça devenait pénible, le plaisir, il était même pas accessible. Donc il fallait vraiment que je puisse trouver du plaisir tout de suite. Ça veut dire avoir les perles qui correspondent à mes projets et à ce que j'aime. Ça veut dire avoir un espace de travail qui est facilement accessible et qui me permet de facilement accéder à mon matériel. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi trouver le bon moment de la journée. Enfin, ça peut être des petits détails de rien du tout, mais l'idée c'est ça. Le deuxième truc qui me venait, et je pense que c'est quand même important de le dire, c'est le fait d'agir sur des choses qui ont du sens pour soi et dont on sait que ça va faire du bien à quelqu'un. Moi, quand j'enregistre mes podcasts, je pense à vous en fait. Je me dis, dans le groupe de personnes qui m'écoutent, il y aura peut-être une ou deux personnes à qui ça va faire du bien, mais moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens à qui ça va faire du bien. Et du coup, ça donne du sens au fait de faire ça, même si, voilà, pour l'instant, j'ai très peu de gens qui m'écoutent. C'est pas grave, je me dis, même si une personne tombe dessus, ce sera déjà ça, quoi. Et ça donne du sens à ce que je fais. Troisième aspect... J'ai l'impression que ça reboucle sur le même aspect de faire du bien autour de soi. Là, je vois pas trop ce que ça dit, donc je vais rajouter une carte pour voir s'il y a un message supplémentaire ou si c'est juste ça. Guérison. Ouais, alors peut-être que le message, ce serait un peu, oui, c'est un peu similaire à ce qu'il y avait précédemment, mais ce serait encore descendre d'un cran par rapport au côté plaisir, enfin au côté plaisir, oui, faire des activités ou passer à l'action sur des choses qui aident à guérir. J'ai pas d'exemples qui me viennent comme ça. J'ai vraiment pas d'exemples qui me viennent là, sur des activités qui aident à guérir. Ah si, peut-être. Si, ça y est, ça vient. Alors, par exemple, où ça aussi, ça donne du sens. Le fait de faire des activités où on sait que ça va faire du bien à long terme aussi.
Par exemple, évidemment, dans la régulation du système nerveux quand on est en burn-out ou en stress post-traumatique, évidemment, tout ce qui est relaxation, parfois méditation, je dis parfois parce que ça ne convient pas à tout le monde ni à toutes les situations, ce genre de choses, ça peut être une façon de passer à l'action qui fait du bien. Moi, je sais que la méditation, je suis un peu fâchée avec à cause de tous mes traumas spirituels. Relaxation, pourquoi pas, mais en général, mon TDAH vient se mettre en travers de la route. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des séances courtes d'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération énergétique, émotionnelle, qui fonctionne par tapotement avec des affirmations. Ouais, c'est une définition assez simple que je donne, qui n'est pas forcément la définition officielle, mais voilà. En gros, c'est ça. Donc je fais des séances de FT qui sont du coup assez courtes, et je fais aussi ce qu'on appelle de l'hypnose... Ah, comment ça s'appelle ? Je trouve pas le nom. Mais c'est des séances d'hypnose qui sont très courtes, et qui fonctionnent plus comme une histoire qu'on vous raconte. Je n'arrive pas à trouver le mot. Bon, je te le mettrai en barre de description pour que tu puisses aller voir si ça peut te convenir. Mais du coup, c'est des façons courtes de prendre soin de moi, qui sont pas désagréables, et qui me permettent d'être sûre que ça va avoir un impact à un moment donné sur ma guérison. C'est les exemples qui me viennent. Après, ça peut être aussi juste quand on a la force de pouvoir aller marcher 10 minutes, 20 minutes. 20 minutes, c'est déjà beaucoup, mais 10 minutes, disons. Ou même juste d'aller s'asseoir sur un banc sous un arbre, si on a la possibilité de le faire. Ça peut être ça. Ça peut être de se faire une page de coloriage. Tout ce qui peut apaiser le système nerveux et qui peut permettre, du coup, d'avancer par rapport à cette régulation à la fois émotionnelle, psychologique, voilà. Donc ça, c'est les conseils pour retrouver le plaisir de passer à l'action. Donc, pour les activités, on va dire, qui sont agréables. Maintenant, pour l'aspect plus obligatoire, dont je parlais tout à l'heure, on va voir ce que conseillent les anciens. Ah, voilà. Ouais. Les anciens, ils ont tendance à dire, et ça m'étonne pas, hein, parce que quand ils m'ont enseigné la voix douce, c'est un des principes qu'ils m'ont enseigné, c'est de ne jamais se forcer à faire des choses désagréables. Et la première carte a dit laissez aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc, pour moi, c'est clair que dans cet état particulier de burn-out, il faut absolument éviter tout ce qui va relancer la mécanique de je fais des efforts, puisque c'est ça aussi qui a alimenté cette histoire d'impuissance apprise. Alors évidemment que ça n'est pas facile à mettre en place parce que on a tous un entourage plus ou moins efficace, plus ou moins présent, et qui nous permet plus ou moins de trouver du soutien et de l'aide quand on ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Et puis on n'a pas envie de peser sur les autres, enfin voilà, c'est délicat. Donc, les cartes suivantes disent quoi ? Parce que du coup, il faudrait trouver comment réussir à laisser aller les choses. Bon alors, comment je fais, moi ? C'est ça la question que je me pose. Comment je fais ? Bah déjà, moi, on fonctionne un peu en coloc avec mes enfants, puisqu'ils sont grands, ils sont adultes maintenant. Et du coup, on a fait un espèce de partage des tâches, mais pas un partage des tâches égalitaire, un partage des tâches qui tient compte des possibilités de chacun. Et quand on dit partage des tâches, on n'est pas que sur de l'action physique, type vaisselle, ménage, etc. On est aussi sur les actions type soutien moral. Je sais que moi, par exemple, je suis pas en capacité de m'occuper du ménage et de l'entretien de la maison. Donc, ce que je fais,
c'est que j'investis par exemple mon énergie dans tout ce qui est soutien moral, parce que c'est mon truc, je sais faire, je suis en capacité de le faire en ce moment. Donc quand les enfants ont besoin de ça, ils viennent me solliciter, et je donne tout ce que je peux, quoi. Donc voilà, chacun a un peu son rayon d'expertise dans la maison. Et aussi, on a travaillé sur le fait de ne pas vouloir tout faire parfait, parce que on est tous les trois neuroatypiques. Mon fils, il est aussi en burn-out, donc avec des limitations similaires aux miennes. Et du coup, voilà, on a mis en place aussi des choses qui compensent ce qu'on n'arrive pas à faire, et aussi il y a des choses qu'on a arrêté de faire, parce que pourquoi faut-il les faire de cette façon-là ? Enfin, si ce n'est l'habitude et ce que les gens disent qu'ils font, il n'y a aucune raison, quoi. Par exemple, avant, moi je culpabilisais de commander mes courses par internet, parce que voilà, j'avais pris l'habitude de faire mes courses en allant au magasin, ça devenait de plus en plus difficile, tout le monde disait que de toute façon c'était trop cher par internet, que ceci, cela. Oui, mais si c'est ma santé qui est en jeu, je vais pas me forcer à vivre cette chose pénible, soi-disant que ça devient une nécessité, et donc tant pis, je suis obligée d'adapter mon budget à ça. Et j'ai trouvé des jongleries pour pouvoir le faire, malgré mes petits revenus. Tout ça pour dire que c'est possible. Et c'est peut-être ça que disent les cartes suivantes. J'ai une carte qui parle de créativité, et une autre qui parle d'enseignement. Et l'enseignement, pour moi, c'est plus un truc de essayer d'apprendre comment faire. Et la créativité, c'est essayer de trouver des solutions pour compenser. En fait, je crois qu'il s'agit plus d'un mindset de... Il y a des choses désagréables à faire, on a l'habitude de se dire que c'est obligatoire, qu'on ne peut pas les contourner, mais en fait, c'est parce que la plupart du temps, on ne pense pas à essayer de trouver des moyens de les contourner. Tellement on a l'habitude de se dire qu'on peut rien y faire, que c'est comme ça, que de toute façon ça fait partie de la vie, etc. Alors qu'en fait, si on commence à se poser la question, on peut potentiellement trouver des solutions. Si vraiment on n'en trouve pas, là, voilà, on essaie d'alléger un peu le truc, mais en vrai, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de contourner les difficultés. Il n'y a pas de raison de se forcer à les vivre, en fait. Et avec les cartes suivantes, il y a cet aspect de je vaux bien de m'occuper de moi, de me choyer, de faire en sorte d'avoir une vie agréable. Donc je prends le temps de visualiser les choses en avance, à distance, de planifier les choses pour qu'elles soient le moins désagréables possible, plutôt que de me dire j'ai pas le choix, je fonce, je fais le truc, et après je suis cassée, je suis en miettes parce que je n'avais pas la force de le faire, et que je n'ai même pas pensé ni à demander de l'aide, ni à déléguer, ni à utiliser un outil, ni à... Enfin bref, toutes les choses auxquelles on peut penser pour alléger quelque chose de désagréable. Et c'est pas parce que c'est juste désagréable que ça veut dire qu'on peut se forcer. Déjà parce que quand on est en burn-out, il faut arrêter avec ce genre de logique, sinon on se tire une balle dans le pied, ou on se met des bâtons dans les roues. Et aussi parce que même globalement, quand on va bien, qu'on est en bonne santé, il n'y a pas de raison de s'imposer des choses désagréables, en fait. Il n'y a vraiment aucune raison. La preuve, c'est que quand il s'agit de faire des choses désagréables, il y a carrément des métiers qui existent pour ça, c'est-à-dire que les gens sont payés pour le faire. Pourquoi sont-ils payés ? Parce que justement, c'est désagréable. Que s'ils n'étaient pas payés, ils auraient absolument pas envie de le faire. Bon, je schématise, hein. Il y a plein de nuances à apporter dans ce que je viens de dire, mais tout ça pour dire que c'est une question de point de vue sur la vie. C'est... Voilà, point de vue sur la vie, point de vue sur soi-même. Je mérite, tu mérites, n'importe qui mérite d'avoir une vie agréable, d'avoir une vie dénuée de choses pénibles ou juste relou. Il n'y a pas de raison. Donc prenons le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de faire ou dans notre façon de voir pour que les choses désagréables soit deviennent agréables, soit disparaissent de notre planning de la journée. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est les conseils des anciens. Du coup, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je range mes cartes. Je te souhaite vraiment du courage, parce que
tout ce dont je parle là, c'est des choses, ça m'a pris un temps, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps et de réflexion pour en arriver là. Je continue à tâtonner encore aujourd'hui pour réussir à faire des choses, mais je vois que ça s'allège de plus en plus, que j'arrive de plus en plus à faire des choses. Donc je t'encourage à avancer, voilà, un petit pas après l'autre, dès que tu sens que tu peux essayer. Et si tu sens que tu peux pas, franchement, c'est pas grave. Il vaut mieux se reposer et attendre le bon moment, la minute sympathique, comme disaient les anciens, que de forcer en se disant je veux m'en sortir, parce que ça aussi c'est un piège dans lequel je suis tombée. On s'épuise à vouloir s'en sortir et au final on ne fait que creuser encore plus la tranchée. Donc non, on fait pas ça. On se repose, on observe, on réfléchit, on discute avec les proches, on ose demander de l'aide, on prend son temps. Et de toute façon, si tu as demandé aux anciens de t'aider à sortir de cette situation difficile de burn-out, ils font en sorte de t'amener les personnes, les situations, les idées qui vont t'aider à alléger ton quotidien et à faire en sorte que tu puisses guérir au plus vite. Voilà, il y a un dernier truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris la décision de lancer un forum en ligne via mon site pour les personnes en burn-out qui se sentent seules, les personnes neuroatypiques, qui se sentent seules et qui ont envie de communiquer avec d'autres, mais sans que ce soit trop énergivore, parce que pendant qu'on est en burn-out, ça peut être compliqué. Laisser un message sur un forum et recevoir une réponse parfois immédiate, parfois en différé, c'est beaucoup moins difficile que de passer un coup de fil ou de carrément se déplacer pour voir quelqu'un. Donc voilà, se sentir moins seul, discuter spiritualité, discuter burn-out, pouvoir aussi se plaindre dans les oreilles de quelqu'un de temps en temps. Je pense que tout ça, on en a besoin. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ça. J'ai pas encore mis ça en place parce que moi aussi j'ai du mal à passer à l'action. Mais je vous en parle parce que justement ça me motive de savoir que j'en ai parlé et que donc faut que je le fasse. Voilà. Merci en tout cas pour ton écoute. Et puis j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts et à me rejoindre du coup sur le forum. Dès qu'il sera en ligne, je ferai un audio pour vous en informer. Et puis d'ici là, porte-toi le mieux possible et prends soin de toi et voilà. À bientôt.